bienvenue à une nouvelle capsule de Zoom Nature. Aujourd'hui, on parle évolution. Mais comme évolution, c'est très vaste, j'ai décidé de me concentrer sur les théories de l'évolution qui sont apparues au cours des ans. Mais je vais aussi me concentrer sur les théories les plus connues et les plus répandues. C'est parti! Depuis l'Antiquité, il y a toujours eu des gens pour penser à l'évolution. Par contre, avec l'apparition des religions monothéistes, c'était le créationnisme qui prenait toute la place. On croyait, avec le créationnisme, que Dieu avait créé, lors de la création du monde, toute la diversité des espèces qu'on connaît maintenant sur Terre. Au début du 19e siècle, ces croyances-là sont ébranlées. C'est le début de la paléontologie. On découvre nos premiers fossiles. Mais les ossements qui sont découverts ne correspondent à aucun animal qu'on connaît. On commence alors à se questionner. On essaie de concilier les croyances qu'on a à l'époque avec les découvertes qu'on fait. Et le premier à lancer une théorie est Georges Cuvier avec sa théorie du catastrophisme. Ce qu'elle dit, sa théorie, c'est que la Terre subirait à intervalles irréguliers des catastrophes qui pourraient être, par exemple, des tremblements de terre ou encore des inondations. À la suite de ces catastrophes-là, il y aurait des extinctions majeures qui seraient comblées soit par Dieu, par la création de nouvelles espèces, ou encore par des espèces de l'extérieur qui viendraient migrer sur le territoire maintenant rendu disponible. Environ à la même époque, Jean-Baptiste Lamarck sort sa propre théorie, celle du transformisme. En fait, ce qu'elle dit, le transformisme, c'est que les animaux dans la nature sont confrontés à différentes situations et vont devoir adapter soit leur comportement, soit des parties de leur corps pour répondre à leurs besoins. Tout est alors une question d'usage et de non-usage des parties corporelles. On s'en doute, sa théorie ne fait pas l'unanimité, puisqu'elle ne laisse aucune place à la création divine. Lamarck va d'ailleurs se faire de grands ennemis, dont le célèbre Cuvier, qui va tout faire dans son pouvoir pour contrer sa théorie. 50 ans plus tard, Charles Darwin publie son livre de l'origine des espèces, dans lequel il présente son mécanisme de la sélection naturelle. C'est le début du darwinisme. En fait, ce qu'elle dit, la sélection naturelle, c'est qu'étant donné que les individus d'une même espèce sont tous différents les uns des autres et que les ressources du milieu sont restreintes, seuls les individus les mieux adaptés à leur milieu vont pouvoir survivre et donc se reproduire. Pour vous aider à bien faire la distinction entre le lamarckisme et le darwinisme, je vais reprendre l'exemple typique des girafes. Alors, pour Lamarck, les girafes auraient un long cou. Parce qu'à l'origine, les girafes avaient un petit cou, mais elles cherchaient toujours davantage à aller chercher les feuilles de plus en plus haut dans les arbres. Elles étiraient donc de plus en plus leur cou, qui a fini par allonger jusqu'à avoir la longueur actuelle. Pour Darwin, par contre, il existait dans la population des girafes à petit cou et des girafes à long cou. Les girafes à long cou avaient toutefois un avantage dans la population. Elles se reproduisaient donc beaucoup plus et il y a eu de plus en plus de girafes à long cou jusqu'à temps que les girafes à petit cou, qui étaient moins avantagées et moins bien adaptées à leur habitat, meurent. Dans les années 1940 apparaît la théorie synthétique de l'évolution ou néo-darwinisme. Alors, on rassemble les travaux sur la sélection naturelle de Darwin et les travaux sur la génétique mendélienne. En fait, avec la découverte de l'ADN et les travaux sur la biologie moléculaire, c'est la théorie qui est actuellement acceptée par la communauté scientifique. Oh yeah! On reprend l'idée qu'il existe des variations entre les individus de la même espèce, mais en plus, on ajoute qu'il peut y avoir des caractères nouveaux qui apparaissent dans une population. Alors, si les caractères nouveaux amènent un avantage aux individus, ceux-ci vont être mieux adaptés pour survivre dans le milieu et vont se reproduire davantage. Ils vont ainsi pouvoir transmettre ce nouveau caractère à leurs descendants par hérédité et ultimement,
il pourrait y avoir création d'une nouvelle espèce. Un exemple qui vient appuyer la théorie synthétique de l'évolution est celui du lézard des ruines. Ce petit lézard a été introduit sur une île de la mer Adriatique dans les années 1970 par une équipe de chercheurs. 30 ans plus tard, une nouvelle équipe de recherche retourne sur l'île et fait une découverte fascinante. Le lézard a changé. Il est maintenant plus grand, a une mâchoire plus puissante et il a changé de régime alimentaire. Alors qu'il était insectivore lorsqu'il a été introduit sur l'île, il est maintenant herbivore. On a découvert au niveau de ses intestins de petites valves qui sont apparues avec le temps. Et ces valves-là leur permettent maintenant de digérer des plantes. Plus récemment est apparue la théorie des équilibres ponctués lancée par Stephen Jay Gould et Niles Eldredge. Cette théorie-là stipule qu'il existerait de grandes périodes d'équilibre pour la planète, qu'on a appelée stase, dans lesquelles il n'y aurait aucune modification des espèces, et que ces stases-là seraient suivies de grandes périodes de changement en termes de spéciation et d'extinction. Elle s'oppose au gradualisme qu'on a vu jusqu'ici, dans lequel les espèces se modifiaient peu à peu dans le temps. Gould et Eldredge expliquent leur théorie par l'absence d'espèces intermédiaires dans les couches de fossiles. Ils vont même reprendre l'exemple du lézard des ruines pour dire que c'est possible qu'une nouvelle espèce apparaisse très rapidement sans laisser de traces dans les fossiles. Toutefois, pour l'exemple du lézard des ruines, des analyses d'ADN ont démontré qu'il s'agissait toujours de la même espèce qui avait été introduite 30 ans plus tôt. En fait, la théorie de Gould et Eldredge est encore matière à débat aujourd'hui, même si elle gagne en popularité parmi les paléontologues. On leur reproche, entre autres, de négliger les exemples de gradualisme qu'il y a bel et bien dans les registres de fossiles. Alors voilà, c'est tout pour cette capsule sur les théories de l'évolution. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie de l'avoir écoutée et nous, on se revoit pour une prochaine capsule.